pour entamer, je voulais vraiment effectivement remercier les organisatrices de ce colloque d'avoir eu déjà l'initiative de ce colloque et de cette thématique très riche sur 2 jours, et puis de m'avoir invité en introduction. Bon, Pascal, on en reparlera bien sûr tout à l'heure. Je te remercie aussi d'avoir accepté cette mission de chargée parité femmes-hommes. Pascal est la 2e à l'université de Nantes d'avoir cette mission. La première, c'était Charlotte Truchet, qui a fait déjà beaucoup aussi, parce qu'elle a permis l'adoption à l'université de Nantes de la charte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Charte qui, il faut quand même le souligner, parce que ça n'a pas été le cas dans toutes les universités, et je pense qu'il y a peut-être parmi vous des représentants qui pourront en témoigner. L'adoption de cette charte n'a pas toujours été si facile que ça, notamment dans les universités franciliennes. Parfois, en général, elles sont adoptées, mais à des majorités plus ou moins faibles, avec beaucoup de discussions. À Nantes, vraiment, ça, il faut le souligner et il faut le saluer. Je pense, je ne veux pas faire la promotion non plus que de mon établissement de l'université de Nantes, mais quand même, ça a vraiment été adopté à l'unanimité, sans aucune discussion. Ça apparaissait vraiment de soi. Maintenant, au-delà de cette adoption facile, aisée, de cette charte en 2013, il y a beaucoup de choses qui peuvent être souhaitées, espérées, tentées, faites, mais que la réalité des chiffres, parfois brutales, dément quand même un petit peu. On peut avoir toutes les meilleures volontés que l'on a, et je peux vous assurer que l'on a, avec un président d'université qui est vraiment engagé. Encore une fois, c'est pas pour rien que nous avons une chargée de mission parité femmes-hommes, que nous avons cette charte, il suit ça de près, et qu'il y a aussi une vice-présidente chargée des ressources humaines. La parité femmes-hommes n'est pas que mon seul, bien sûr, mon seul domaine d'activité, mais ça fait partie de ça aussi. Mais donc, on peut avoir toutes les bonnes volontés et puis finalement se rendre compte dans le concret que ça ne s'est pas encore traduit réellement. Et on travaille sur les ressources humaines, on travaille maintenant beaucoup avec les bilans sociaux, qui sont un outil de pilotage bien sûr, mais qui deviennent aussi un irrigateur de volonté politique. C'est-à-dire que la volonté politique va pouvoir se traduire, mais au fil des ans, et parfois au bout de plusieurs années, dans les chiffres du bilan social. Et sur le bilan social, les bilans sociaux, là encore, l'université de Nantes n'est pas en retard par rapport aux autres universités. On a rattrapé un retard considérable. J'ai fait adopter dans l'année 2013-2014, on avait tellement de retard qu'on a adopté 2 bilans sociaux dans l'année. Ça demande un travail considérable en termes de recueil des chiffres, etc. Là, on vient de faire adopter par le comité technique d'établissement le 5 novembre le bilan social 2016. Donc, on n'est pas du tout en retard. Sur les chiffres de ce bilan social, qui n'est pas encore adopté par les instances, par le conseil d'administration, donc pas encore diffusé, je vous ai sorti quelques éléments, justement, quelques données, qui peuvent parfois être sanglantes. Une université globalement féminisée, particulièrement chez les personnels administratifs, techniques et bibliothèques, ce que l'on appelle les BIATS. Mais seriez-vous vraiment étonné si je vous disais que les femmes dans cette catégorie des personnels administratifs et techniques sont plus en nombre, en masse, chez les contractuels que chez les titulaires? Et que dans la catégorie A, catégorie des cadres, la large prédominance féminine disparaît dans les tranches particulièrement d'âge 45 à 54 ans, au profit effectivement de la population masculine. Mais j'imagine que je ne vous surprends pas. Chez les enseignants-chercheurs, pour quelques chiffres marquants, je ne vais pas vous noyer là-dessus dans le bilan social, là, une population aussi plus masculine. Même si là, aujourd'hui, dans ce colloque, messieurs, vous n'êtes pas largement la majorité, vous vous doutez bien que ce n'est pas la représentation de l'image de l'établissement.
juste quelques chiffres comme ça, comme ça. Chez les maîtres de conférences, il y a 298 femmes pour 416 hommes. Bon, déjà. Pour les professeurs d'université, il y a 352 hommes pour 88 femmes. Sans commentaire. Alors, on n'a pas attendu le législateur pour faire apparaître des données genrées. On en avait fait apparaître régulièrement au fil des ans, en améliorant tous les ans, parce qu'un bilan social, c'est quelque chose qui bouge et on a toujours matière à ajouter d'autres choses, des comparaisons avec les années précédentes. Enfin bref, c'est un travail monstrueux, hein, le bilan social. Hein, je vous dis ça, c'est un travail monstrueux. Mais bien sûr, on a suivi les directives ministérielles d'avoir encore plus de précision dans les données genrées. Et de fait, cette précision exigée par le ministère nous a amené aussi, nous a éclairé quelque part. Et par exemple, quelque chose donc, qui apparaît dans le bilan social 2016, donc là, je vous donne c'est approximatif hein, ce que je vais vous dire, c'est juste, mais c'est une primeur, parce qu'encore une fois, même les administrateurs du conseil d'administration ne le savent pas encore, on l'a fait établir un peu ultérieurement, mais la rémunération mensuelle nette par décile et par genre laisse apparaître des différences de rémunération pouvant aller jusqu'à 300 € entre les hommes et les femmes chez les enseignants-chercheurs. Donc, alors, c'est par décile, ça ne concerne pas tous les déciles, c'est surtout la tranche moyenne, c'est pas les tranches plus élevées en fait, mais les tranches un petit peu moyennes. C'est pas forcément plus élevé chez les professeurs d'université que chez les maîtres de conférences, mais donc il peut y avoir cette différence jusqu'à 300 € au détriment, bien sûr, des collègues féminines. Et au travers de ma mission de vice-présidente en charge des ressources humaines, et m'occupant aussi de ce bilan social, je me suis rendu compte en fait qu'il suffit un tout petit peu d'inattention à un moment donné sur un critère pour que ça ait des répercussions négatives des années plus tard sur les carrières des femmes à l'université de Nantes, mais aussi dans d'autres universités. Par exemple, je me suis rendu compte une année, en 2015, que sur le recrutement des ATER, on n'avait pas fait attention, on n'avait pas suffisamment mis la pression sur les composantes, ceux qui s'occupent du recrutement des ATER, mais il y avait eu un recrutement d'ATER beaucoup plus masculin que féminin. Et c'est ennuyeux, parce qu'on sait que pour la promotion des femmes, ou des personnes d'une façon générale, des enseignants universitaires, quand il n'y a pas cette ligne sur le CV d'ATER, parfois ça peut retarder la montée en puissance sur la carrière. Donc ça veut bien dire qu'il faut une vigilance de tous les instants sur des choses qui peuvent paraître parfois résiduelles, mais il faut être vigilant tous les ans et sur tous les plans. C'est pour cela, et grâce notamment à la ténacité, à la pugnacité de Pascal, on a décidé, pour avoir un petit peu cette vigilance justement de tous les instants sur les enseignants, mais aussi sur les étudiants, de mettre des référents, parité femmes-hommes, par pôle. Vous savez que l'Université de Nantes est en train de s'organiser autour de pôles. Eh bien justement, on veut que des enseignants-chercheurs s'impliquent dans ces démarches et soient reconnus en tant que tels et reçoivent effectivement une petite gratification. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas immense, mais vous n'ignorez pas non plus que les finances des universités ne sont pas extraordinaires ces dernières années, mais une petite gratification pour cet engagement qui n'est pas simple. On sait bien que parfois, c'est pas facile de faire entrer ces discours-là dans les facultés et dans les universités et dans le monde privé comme public en général. Alors, je voulais juste un tout petit peu tempérer aussi quand même sur l'évolution mensuelle de rémunération, donc qui est défavorable aux femmes par décile, je vous l'ai expliqué, mais sur la promotion des femmes, le passage maître de conférence en professeur d'université, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Pascal, il y a quand même de bonnes choses
que les chiffres font apparaître, il ne faut pas non plus être absolument négatif, c'est que s'il y a moins de femmes à devenir professeurs d'université, elles y arrivent plus jeunes, un an plus jeunes que les hommes. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir un petit peu en tête, c'est un petit peu faire. Et j'expliquais aussi concernant les étudiantes que tout dépend des disciplines. C'est pas un hasard bien sûr si nos 2 chargés de mission parité femmes-hommes viennent du milieu, même du domaine informatique. Je crois que vous êtes particulièrement en difficulté, sinon en souffrance, dans ce domaine-là. Les sciences dites dures sont encore plus fermées un petit peu aux femmes dès les études. Mais certaines d'entre vous me corrigeront, mais je ne pense pas. Il y a d'autres domaines, le droit particulièrement, ou pour les étudiants. Je ne dis pas pour la promotion maître de conf, professeur d'université. Ça, ça on la passe. Comme par hasard, les deux, enfin bon, voilà. Nous sommes 2, là à ma connaissance, maîtres de conférence à l'université de droit. Bon, on a pourtant un investissement qui est assez important, je sens, mais bon voilà. Mais sur le plan des étudiants, nous avons encore le droit pour une année, sans doute pas beaucoup plus, de faire de la sélection à l'entrée des Master 2. Non. On a à peu près 150 étudiants en Master 1, ils arrivent en Master 2, il y a plusieurs Master 2 quand même, mais entre 25 et 30 étudiants. Donc là, et nous avons conservé nationalement cette possibilité de sélectionner. Donc les places sont chères. Et bien dans certains Masters, on est obligé de faire de la discrimination positive en faveur des candidats masculins. Parce que sinon, on aurait des promotions qui ne sont que féminines. Et pour arriver sur une promotion de... hier, j'étais avec eux justement en Master 2 notariat. Une promotion de 25 personnes. Eh bien, on prend des dossiers de garçons un peu moins bons que certains dossiers de filles que l'on écarte, du coup, pour ne pas avoir uniquement des dossiers, des promotions exclusivement féminines. Parce que les dossiers universitaires des filles sont meilleurs sur le papier que ceux des garçons. Parce qu'elles sont plus sérieuses, plus réfléchies, plus peut-être impliquées directement que les garçons, j'en sais rien, qui s'éparpillent, qui font la fête. Mais en tout cas, sur le papier, elles ont des mentions, elles redoublent moins, et la sélection parfois s'effectue comme ça. Et voilà. Parce que quand on a 300 dossiers, parce qu'il faut quand même expliquer le contexte, quand il y a 300 dossiers de candidature pour un Master 2, le responsable ou la responsable du Master 2 va aller parfois au plus simple. Il y a 300 dossiers, il a 20 places à retenir, il va regarder les meilleurs désignés par les mentions. Ce n'est pas forcément les meilleures personnes, mais ce sont au moins les meilleurs cursus universitaires sur le papier. Donc voilà, c'est... mais bon, je ne voudrais pas m'éterniser non plus, et je voudrais pas... mais je voudrais simplement aussi dire que je ne veux pas avoir l'air non plus de flirter avec l'actualité en traitant, en évoquant le harcèlement sexuel. On voit bien en ce moment que c'est énorme. On sait que les universités, toutes les universités ont des populations à risque. Les contractuels, forcément, parce qu'elles sont dans un contexte de précarité. Les doctorants, dans cette relation trouble de lien de filiation intellectuelle avec la direction de thèse, on sait bien qu'on a ces propos-là. Charlotte Truchet a mis aussi en place une procédure pour amener les personnes, étudiants comme personnel, qui voudraient se plaindre d'un harcèlement sexuel pour les amener à se manifester, à faire connaître leurs difficultés, à trouver des interlocuteurs. Tout ça, c'est sur le site intranet que Pascal a remis à jour en produisant et mettant de la publication, etc., des événements qui se déroulent en faveur de la parité femmes-hommes, etc. Donc on a un site intranet qui fonctionne, qui est très, très lisible, je le trouve maintenant, vraiment bien approvisionné. Et donc il y a cette procédure donc c'est une réalité qu'il ne faut pas édulcorer, bien évidemment, il ne faut pas édulcorer. Et il y a à mon sens, alors ça m'est personnel par contre, je ne sais pas si vous le partagez, mais il y a à mon sens
des combats importants à mener pour la parité femmes-hommes au sein de l'université. La lutte contre le harcèlement sexuel est un de ces combats. La promotion des femmes en est un autre, très sincèrement. Et vraiment, je me bats déjà là-dessus, et avec l'aide de Pascal et de vous tous, pardonnez-moi, je ne peux pas non plus tomber dans l'excès inverse. On peut arriver vraiment à faire des choses. Mais je me bagarrerai moins, là c'est mon avis personnel, encore une fois, qui peut être contesté, sur particulièrement l'écriture inclusive. C'est pas ma priorité. Je ne veux pas non plus, c'est bien quand elle se met en place spontanément, mais je ne veux pas non plus être en train d'alourdir la lecture et la réception des messages en introduisant à chaque fois le style genre. Ça, c'est vache. On fait des choses, de toute façon, les services administratifs sont là pour dire que voilà, systématiquement, on va mettre le, la, utiliser des termes. J'utilise plus facilement un terme de direction maintenant, plutôt que de mettre le, la, directrice, directeur, tout ça. Je ne voudrais pas surtout que l'écriture inclusive soit le petit arbre prétexte qui dissimule des forêts entières de conservatisme et d'immobilisme. C'est moi là un petit peu le danger. Il ne faudrait pas qu'on agite l'écriture inclusive en disant, et vous allez l'entendre, et vous l'entendez déjà, j'en suis convaincue. Qu'est-ce que vous avez à râler? De toute façon, vous voyez bien, maintenant, on ne parle plus de directeur de composante, on parle de directeur, directrice, etc. Ouais, on n'empêche que les directrices de composantes, dans les faits, on les cherche quand même. Il y en a, mais elles ne sont pas si nombreuses. Surtout, je voudrais, et ce sera vraiment ma conclusion, garder l'énergie pour autre chose, pour aller plus loin, justement pour ces priorités, lutte contre le harcèlement sexuel, promotion des enseignants-chercheurs. Et j'ai vraiment le sentiment, et ça c'est important, que l'université, qui a ses défauts et ses faiblesses, a l'énergie qu'il faut pour renverser cela. Et elle se doit surtout d'être exemplaire, plus encore que d'autres collectivités. Parce que l'université est un lieu de pédagogie et de recherche. C'est au travers des enseignements et des savoirs et de la culture que nous diffusons à nos étudiants que nous devons contribuer à changer le message, à changer la donne. Et c'est au travers de nos recherches que nous menons et que nous devons aussi contribuer à transmettre, à essaimer un nouveau message. C'est pour ça que je veux vraiment vous féliciter d'avoir mis comme objectif dans votre colloque de mettre la lumière, la discussion sur les recherches récentes sur ces thématiques et les recherches à venir. L'université, les universités doivent être exemplaires parce que nous formons des générations. Et si nous ne mettons pas en avant ces missions fondatrices que sont l'enseignement et la recherche, je ne sais pas qui c'est qui le fera. Donc il faut vraiment qu'on y aille parce que l'on est université, parce qu'il faut être exemplaire en la matière. Voilà. Je vous remercie encore de votre écoute et puis je vous remercie vraiment de ces initiatives et de votre courage. Merci beaucoup. Annie Dussuet, qui va nous parler de la jeunesse du projet et puis de l'organisation. Merci beaucoup en tout cas à Françoise Lefichant, tout particulièrement pour ces dernières remarques, et j'espère que l'Université de Nantes aura à cœur effectivement de prendre en compte les questions de congé de maternité des enseignantes chercheuses, parce que je crois que ça reste véritablement dans les universités un problème partout. Voilà. Bonjour à tous et toutes et merci d'être présente pour participer à ce colloque. Ce colloque, il est organisé par le programme GEDAI, genre et discrimination sexiste et homophobe. Le programme GEDAI, c'est un programme régional soutenu par la région Pays de la Loire, qui est à la fois interdisciplinaire
et interuniversitaire. Alors je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je ne veux pas qu'on accumule du retard comme ça en début de matinée, mais disons juste que ce programme est piloté à l'Université d'Angers par Christine Barre, qui est professeure en histoire contemporaine, et il comporte 5 axes. Je les ai décrits ici, je vais pas les développer parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Mais à Nantes, nous avons développé particulièrement l'axe 3. Donc c'est aujourd'hui le colloque de l'axe 3, puisque à Nantes, à l'université de Nantes, se sont réunies des chercheuses sur les questions de travail, d'emploi, de territoire et de politique publique, avec cette problématique générale, égalité de droit, oui, mais inégalité de fait aussi, et ça a constitué en fait notre programme de travail pendant cette période de 3 ans qui viennent de s'écouler, 4 en fait, depuis 2014. Et donc, ce programme a réuni à Nantes des chercheuses, uniquement des chercheuses, mais je ne reviendrai pas sur ces questions qui font que les questions de genre intéressent particulièrement les chercheuses femmes. Je ne vais pas développer. Heureusement, nous avons aujourd'hui des hommes aussi qui travaillent sur ces questions. Mais donc, je vais pas les énumérer, j'ai mis leur nom, je veux aller vite et je ne vais pas les énumérer, mais des collègues très investis chacune dans leur domaine, dans des recherches portant sur les questions d'égalité de droit, mais d'inégalité de fait. Notre petit groupe s'est de fait assigné comme mission, comme problématique principale de comprendre la persistance de l'inégalité de genre dans un contexte d'égalité de droit. C'est-à-dire que par rapport au programme général de genre et discrimination sexiste et homophobe, nous nous sommes plutôt intéressés non pas aux discriminations explicites, directes, qui peuvent jouer par exemple à l'embauche contre les femmes, mais plutôt à toutes ces discriminations indirectes, qu'on appelle parfois aussi systémiques, ce qui supposait pour nous une approche globale de l'ensemble des phénomènes sociaux, et donc une approche qui transcende les différents domaines de la vie sociale, ce qui explique que notre approche était forcément interdisciplinaire, puisque ça supposait qu'on puisse avoir à la fois un regard sur l'espace avec les géographes, un regard sur le droit avec les juristes, etc. Je ne vais pas développer plus. Donc, nous avons de fait focalisé sur le travail et l'emploi. Ce choix a été dicté par le fait que nous considérons, et ça n'est pas une originalité, que dans les sociétés contemporaines, occidentales tout particulièrement, le travail et l'emploi sont des lieux majeurs de hiérarchisation et de classements sociaux. Et donc, partir de l'emploi, ça a été notre première idée, en quelque sorte. Et puis, notre deuxième idée, c'était, attention, oui, le travail et l'emploi, mais pas que le travail et l'emploi, parce qu'il s'agissait évidemment de ne pas s'arrêter, d'éviter de s'arrêter, ce que font la plupart des recherches sur le travail et l'emploi, de s'arrêter à la frontière entre vie publique, du côté du travail et de l'emploi, et vie privée. Donc, transcender ces frontières. Et d'autre part, dernière composante de notre problématique, il s'agissait d'inclure aussi dans l'analyse des éléments que nous considérions comme tout à fait essentiels, qui sont, au fond, on pourrait dire des éléments environnementaux, au sens très large du terme, de la vie sociale, qui sont la dimension territoriale. Nous ne vivons pas n'importe où, dans n'importe quel lieu, mais dans des espaces qui sont très clairement construits socialement, et donc considérer cette dimension territoriale, ainsi que les effets
globalement des politiques publiques et pas seulement des politiques publiques ad hoc, des politiques publiques visant l'égalité, des politiques publiques menées, disons, par les secrétariats d'État ou les ministères des droits des femmes, mais aller plus loin et regarder l'ensemble des politiques publiques. Donc nous avons mené des recherches de terrain. Je les énumère très rapidement sans les développer. On aura le temps plus tard dans le colloque d'en dire plus, d'en dire un peu plus, sans être exhaustif. Dans ce colloque, je ne l'ai pas dit, mais plusieurs collègues ne seront pas présentes et c'est bien dommage, mais elles n'ont pas pu se libérer, prises par d'autres occupations professionnelles. En particulier, on n'aura ni Monique Bigotto en géographie, ni Sylvie Grunewald, ni Swazig Lorvelec en droit, ni non plus Nicole Roux, qui est désormais installée définitivement, je crois, en Bretagne et à la pointe de la Bretagne. Voilà. Donc elles ne seront pas là, mais elles sont avec nous à travers des recherches que nous avons pu mener ensemble. Voilà. Donc nos recherches, elles ont porté, pour aller très vite, sur la comparaison des trajectoires biographiques de femmes et d'hommes employés dans les mêmes entreprises, en essayant de voir qu'est-ce qui pouvait faire qu'à l'arrivée, on se trouvait dans des situations d'inégalité, sur la place et le rôle respectif des hommes et des femmes dans des entreprises familiales, sur les formes de mobilité et l'utilisation différenciée de l'espace par les hommes et par les femmes, sur les conditions de travail dans un secteur très féminisé qui est le secteur médico-social, et plus globalement, on peut dire, sur l'effet de politiques publiques a priori conçues comme neutres, mais d'où nous sommes efforcés de montrer les effets différenciés selon le genre. Alors, je ne vais pas développer nos résultats. Je vais être... bon, mais très globalement et de façon très synthétique, je dirais que nous avons des résultats ambivalents. C'est-à-dire, premièrement, que l'égalité nous apparaît installée comme principe. C'est-à-dire que, oui, à travers toutes les données que nous avons pu collecter, à travers les rencontres que nous avons pu faire, les entretiens que nous avons pu mener avec des acteurs sociaux, oui, on nous dit oui. L'égalité, qu'on est pour, que voilà, c'est bien, bon, ok. Mais nous avons aussi rencontré l'inégalité, ça c'est pas un scoop, il y a beaucoup d'autres moyens que nos enquêtes pour le montrer, une égalité qui perdure. Ce que nos enquêtes ont montré un peu plus finement, c'est que cette inégalité qui perdure, elle est liée, alors, de façon paradoxale, à deux choses. D'une part, à des comportements des femmes et des hommes qui restent très largement différenciés, mais aussi quand il y a des comportements similaires, quand il y a apparemment des manières de faire qui sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, eh bien des effets différents pour les hommes et pour les femmes de ces comportements apparemment similaires. Et puis nous avons pu aussi percevoir, alors je dirais là c'est de façon beaucoup plus ponctuelle, l'émergence de situations paradoxales où en quelque sorte on s'attendrait à voir de l'inégalité émerger et finalement ce qui émerge c'est plutôt quelque chose qui est du côté d'un contournement, d'une subversion de la part des femmes des déterminismes de genre et donc voilà quelques points d'ouverture. Voilà. Bien. Pour mettre en perspective ces résultats, non pas vous les présenter de façon exhaustive, encore une fois, nous ne sommes pas toutes là, nous ne pourrons pas faire ça, et nous n'avons que 2 jours, donc nous ne pourrons pas faire ça, mais nous avons préparé 4 sessions pour ce colloque. Dans la première session, donc ce matin, que nous allons entamer sans transition et sans pause, nous allons nous intéresser aux politiques neutres, en nous posant la question de savoir si elles sont véritablement neutres et en regardant, en faisant apparaître
les germes d'inégalité qu'on peut trouver dans ces politiques neutres. Dans une deuxième session cet après-midi, alors nous regarderons de plus près des dispositifs qui visent l'égalité, en essayant de comprendre de comprendre éventuellement pourquoi ils marchent ou pourquoi ils ne marchent pas, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à obtenir l'égalité grâce à ces dispositifs, ou sinon quels sont leurs inconvénients, les obstacles qu'ils rencontrent. Et puis demain, nous essaierons alors de mettre en évidence à travers des résultats de recherche, mais pas simplement des résultats de recherche, aussi des considérations méthodologiques, à la fois comment on peut et quelles sont les difficultés pour mettre en évidence des processus discriminatoires, donc qui débouchent sur l'inégalité, mais des processus discriminatoires qui sont largement invisibles. Donc nous essaierons de voir comment on peut réussir à les mettre en évidence, ces processus. Et puis enfin, nous terminerons demain après-midi. Mais nous avons voulu que cette dernière session du colloque ne soit pas une conclusion, parce qu'on estime qu'on a encore beaucoup à faire en termes de recherche et de travail sur ces questions d'inégalité de genre. Et donc notre session conclusive sera une session d'ouverture. Une session d'ouverture que nous avons voulu, et grâce à l'aide de Pascal, là, qui a vraiment organisé les choses d'une façon, qui a été vraiment très motrice sur cette affaire-là, nous avons organisé une session d'ouverture en posant la question de la place du genre dans les technologies de l'information et dans une société qui est aujourd'hui et qui va être de plus en plus dans l'avenir une société de l'information. Voilà, un programme qui, j'espère, vous intéressera et vous permettra de discuter, parce qu'on a essayé de prévoir un temps de discussion dans nos sessions pour que vous ayez la parole, tous et toutes. Et on va, sans plus tarder, enchaîner sur notre session numéro 1, c'est-à-dire sur les politiques neutres. Mais je crois qu'on peut te remercier quand même avant.